Laura Blachman-Kadar, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et bienvenue sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Laura, vous êtes franco-israélienne, vous vivez en Israël depuis l'âge de 8 ans et votre vie a basculé le samedi 7 octobre à 6h28. Vous étiez au festival Nova le jour de l'attaque terroriste du Hamas et vous publiez un récit fort, un récit bouleversant et pudique de ce que vous avez vécu, de ce que vos proches ont vécu, de ce que vous avez vu dans un livre intitulé « Croire en la vie », un récit écrit avec le concours de Dominique Rouge, qui est également avec nous en studio, et publié aux éditions Robert Laffont. « La vie m'a donné une seconde chance », écrivez-vous, Laura, dans le prologue. Comment ça va ? Comment ça va ? C'est une des questions les plus dures. Ça va assez bien comme ça peut aller, on fait ce qu'on peut. J'ai appelé mon livre « Croire en la vie », donc moi tous les matins, mon nouveau but et ma nouvelle bataille, c'est de croire en la vie. Et on fait ce qu'on peut. Je n'aurais pas dû survivre, écrivez-vous au début du livre. Pourquoi suis-je resté en vie alors que nombre de mes amis sont morts ? Confiez-vous à vos lecteurs. Vous avez retrouvé dans le témoignage, dans le travail de mémoire, dans ce que vous faites dans le livre finalement, et ce que vous faites avec nous aujourd'hui, un viatique, quelque chose qui vous aide à vivre, à vous projeter aussi dans l'avenir ? Oui, complètement. Premièrement, ça me donne un but à ma vie ces jours-là. Le livre, pour moi, a eu deux buts. Au début, quand on a commencé à travailler sur ce livre, le but du livre était d'immortaliser mes amis, de laisser quelque chose après moi, que quelque chose soit écrit pour les gens d'après, pour les futures générations, pour savoir ce qui nous est arrivé. Mais ces jours-là, le but du livre, comme la guerre n'est pas terminée, mes amis sont toujours otages, le but du livre, en fait, devient de rappeler aux gens pourquoi on se bat et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc pour moi, c'est un but, c'est un travail, c'est quelque chose qui me donne la force de sortir du lit tous les matins. Et vous dites laisser une trace, c'est un mot qui revient immortalisé également dans le livre à propos d'une photo, d'un cliché que vous partagerez un peu plus tard après le 7 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc en fait cette photo dont je parle dans le livre, c'est 6h du matin, vraiment quelques minutes avant que tout change. Un de mes amis dans la caravane a proposé de faire un selfie pour avoir un souvenir de tout ça. Et après, bon, c'est vrai que cette photo est devenue un symbole pour nous, des sourires on ne sait plus comment on sourit de cette façon. Une innocence dans cette photo qui a été prise juste avant. Et pour moi, oui, c'était de laisser quelque chose qui reste après. Pour moi, la première sensation était comme un peu après comme la Shoah, que tout doit être écrit, tout doit être témoigné. Il faut se souvenir de tout ce qui se passe parce que les gens ont la mémoire courte. Il y avait assez de gens qui ont essayé de dire que ce n'est pas vraiment arrivé. Et les gens ont la mémoire courte. Donc, je pense, j'ai eu la sensation que c'était mon devoir de laisser quelque chose après moi. Vous voulez bien lire ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux ? C'est quelques lignes qui accompagnaient. C'est juste là. La photo qui a donc été publiée, ce cliché. Oui, donc en fait, le texte que j'ai publié sur mon Facebook sur cette photo. Bientôt, ces sourires innocents seront effacés. Bientôt, la caravane dans laquelle nous avons dormi deviendra notre seul espoir. Bientôt, la musique s'arrêtera pour être remplacée par des cris, des voix qu'on n'oubliera jamais. Bientôt, nous comprendrons que nous ne comprendrons rien. Bientôt, une partie de notre âme restera collée Bientôt, une partie de notre âme restera collée au sol de la remorque pour y rester. Bientôt, tout va commencer. Bientôt, tout sera fini. Laura, ce n'est pas votre premier passage à Paris depuis le 7 octobre. 3 semaines à peu près après le drame, vous êtes venu rendre visite à vos grands-parents, à Metz, avant de rejoindre Paris. Et ce que vous écrivez est saisissant. Vous avez peur dans cette ville que vous aimez tant. Vous avez peur, Laura, vous avez peur que votre hébreu vous trahisse. Alors vous parlez en anglais, vous avez peur qu'on vous identifie comme israélienne, vous la victime sauvée, qu'on devrait honorer au nom de votre souffrance et au nom de toutes les autres victimes. Vous êtes surprise, choquée par la manière dont une partie de l'opinion publique en France s'est retournée contre Israël après le 7 octobre ? Peut-être pas choquée, peut-être un peu déçue. C'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec la politique israélienne, c'est pas d'aujourd'hui. Et le fait que si on me demande dans un bureau de tabac d'où je suis et la personne peut ne pas aimer faire une grimace, c'est des choses qu'on connaît. Mais oui, hélas, depuis le 7 octobre, c'est la première fois que quand on me demande où je suis, je réfléchis 2 fois avant d'oser dire que je suis d'Israël. Et quand là, à Paris, je prends le métro avec mon mari, on parle anglais entre nous et pas hébreu pour ne pas faire se remarquer comme israélien.
Votre maréchal qui était avec vous. Oui, mon maréchal qui était avec moi, qui ne parle pas français, donc on préfère parler anglais dehors. Et je trouve que c'est triste en étant juif, et c'est triste en étant française, de savoir qu'il y a des citoyens de ce pays qui marchent dans ce pays, qui ont peur dans les villes, dans les rues de France. Vous êtes inquiète pour les juifs français ? Je suis très inquiète pour les juifs français. Je suis une juive française. Je suis vraiment moitié-moitié. La partie de ma vie aussi prend place dans les deux endroits. Et une des raisons que mon livre est écrit en français, et bon, j'espère qu'il sera peut-être traduit en hébreu, mais je l'ai d'abord écrit en français, c'est aussi la raison que j'ai fait énormément de médias au début. C'est parce que très vite après le 7 octobre, dans mes conversations avec mes cousins français, j'entends que l'armée française est devant les écoles juives et devant les synagogues. Et ce lien automatique entre on se fait attaquer en Israël et les juifs en France se fassent attaquer de la même manière, dans le même temps, c'est quelque chose qui est très dur à accepter. Et donc, je voulais faire ce que je peux pour essayer d'expliquer un peu notre côté. Et vous le faites très bien, Laura Blajman-Kader. Il faut préciser qu'avant de participer à Nova, vous aviez assisté avec votre époux Shai depuis le jeudi 5 octobre à un autre festival, le Unity, que vous connaissez bien. Vous étiez accompagné d'autres amis également. Quelle était l'ambiance sur place dans les heures qui ont précédé l'attaque ? Vous vous levez très tôt ce jour-là, d'ailleurs, le samedi. Vous avez envie de faire la fête ? Oui, alors exactement. Mon mari et moi font partie des organisateurs du Unity Festival. Le Unity Festival a pris lieu dans le même endroit exactement. Il a commencé le jeudi soir jusqu'à vendredi à 5h. Il fallait quitter les lieux, reprendre un ticket pour revenir la nuit pour assister au festival suivant Nova. Notre festival s'est terminé à 5h et le Nova Festival a commencé à minuit. Donc tous les festivaliers, même ceux qui voulaient faire les deux festivals, ont été demandés de sortir du lieu du festival pour qu'ils puissent tout nettoyer, ranger et payer une deuxième fois et rentrer une deuxième fois. Et c'est quelque chose qui en fait a sauvé la vie d'énormément de personnes qui comptaient faire les deux festivals. Mais quand à 5-6 heures on leur a dit qu'ils sont obligés de sortir, ils ont dit bon, donc on rentrera à la maison, on rentrera demain matin. Ça leur a sauvé la vie. Parmi votre ami Smiley qui pour d'autres raisons, des raisons religieuses et après l'insistance de son père. Exactement. Mon ami Smiley, son père est rabbin. Et son père, d'habitude, n'insiste pas et vraiment accepte tout et tout le monde. Et ce vendredi a insisté, il lui a dit c'est Simchat Torah, je n'accepte pas. Tu rentres à la maison. Et même que Smiley lui dit mais tu sais papa, je vais peut-être arriver quelques minutes après l'entrée de Shabbat. Et son père lui a dit ce n'est pas grave, il vaut mieux ça que tu ne sois pas là pour la fête. Ça lui a sauvé la vie. Et il lui a sauvé la vie. Ça lui a complètement sauvé. Alors vous rappelez, Laura, que vous aviez dans le passé cherché à faire pression parfois via les médias pour obtenir l'autorisation d'organiser un festival. Avec le recul, et pardonnez-moi si la question est un peu sensible, est-ce que vous diriez que de manière générale en Israël, il y a eu une forme d'insouciance un peu exagérée, qu'on n'a peut-être pas toujours mesuré le risque d'organiser un événement, vous le rappelez, à 6 km de la bande de Gaza ? Non, alors les fois qu'on avait des problèmes avec en fait le pays pour avoir des festivals comme c'est des festivals qui sont dans des champs, c'est dur d'avoir toutes les autorisations qu'on a besoin. Au niveau de l'endroit où le festival était, Israël c'est un tout petit pays. Donc si on fait un festival dans le sud, dans le nord ou dans le centre, on sera toujours à quelques kilomètres d'une frontière. Maintenant c'est vrai que 6 kilomètres en France c'est tout petit, mais 6 kilomètres en Israël ça fait un peu plus dans un petit pays comme ça. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on avait fait des festivals dans ces endroits-là, tellement assez proches d'une frontière, mais ça fait partie de notre pays. Il y a des gens qui habitent là-bas et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas danser là-bas. Ce livre, c'est aussi le rappel de la mémoire de ceux qui ont été sauvés, donc je le lisais, mais aussi évidemment ceux qui sont tombés sous le feu des terroristes. Abou Ashraf, par exemple, c'est en apprenant qu'il a été visé que vous mesurez, il est aux alentours de 7h15, je crois 7h20, que vous comprenez qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il y a des tirs de missiles qui se poursuivent par ailleurs. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que il faut le rappeler aux auditeurs, vous êtes, je ne sais pas si c'est réserviste, mais en tout cas officier de la police militaire. Et donc, vous comprenez qu'il se passe quelque chose de grave et vous vous adaptez à la situation. Oui, alors premièrement, oui, j'étais pendant 7 ans capitaine dans la police militaire, aujourd'hui. Et c'est vrai que, au début, on pensait que c'était une attaque de roquettes, ce qui est horrible, mais dans notre réalité, on est habitué à ça.
Et ça a pris presque 40-50 minutes pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui est bizarre et les roquettes ne se terminent pas. Même si vous aviez décidé avec votre mari de partir, puisque c'est la fin du festival. Non, en fait, tout a commencé, c'était 6h30 du matin, c'est le début du festival. Oui, non, mais encore lorsque les roquettes tombent, si j'ai bien compris. Quand les roquettes ont commencé à tomber, on a dit on va attendre. Oui, exactement, vous avez raison, excusez-moi. Quand les roquettes ont commencé, en fait, le festival se termine. Mais on décide d'attendre que l'attaque de roquettes se termine pour prendre la voiture, parce que c'est dangereux de conduire quand il y a des roquettes au-dessus de vos têtes. Et on décide d'attendre, mais après 40 minutes, quand on voit que l'attaque ne se termine pas, on veut prendre la voiture. Et là, on entend dire que notre ami Abou Ashraf, qui travaillait avec nous, s'est fait tirer dessus à l'entrée des champs. Alors qu'il était parti acheter Il était parti chercher à manger pour les employés du festival. D'ailleurs, c'était aussi quelque chose qui était important pour moi à dire, parce que c'est des choses qu'on n'en parle pas en France. Du fait qu'il y a énormément d'Arabes qui travaillent avec nous et qui se sont fait assassiner là-bas aussi. Et donc, c'est le moment, on comprend qu'on ne peut pas prendre la route, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on part, on commence à entendre des coups de feu qui se rapprochent. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est mes années à l'armée qui m'ont un peu sauvé la vie, parce que le moment qu'on a commencé à sentir qu'on était en danger de mort, au lieu de... Je ne suis pas devenue hystérique, en fait, c'est vraiment le moment que mes pensées étaient très, très claires et vous faites preuve de beaucoup d'autorité auprès de vos amis, de votre mari. Vous annoncez une décision qui va vous sauver, finalement. Oui, j'ai essayé d'évaluer les risques et j'ai compris qu'à ce moment-là, les roquettes, c'est beaucoup moins dangereux. Mais il y a des terroristes qui vont débarquer chaque seconde. Et je dis à mon mari, la caravane. Notre meilleure chance, c'est de se cacher dans la caravane. Et bon, je le raconte dans mon livre. Après, c'est une décision que j'ai eue. Je me suis sentie très coupable pour cette décision. Parce que quand le terroriste était à la porte et plusieurs fois essayait de rentrer, de nous tuer tout simplement, je me suis sentie coupable. La sensation était que maintenant le terroriste va entrer, il va tous nous tuer, c'est de ma faute. C'était mon idée de rentrer dans cette caravane. Alors que vous écriviez, Laura, que vous entendiez le bruit de la mort autour de vous. Oui. Très vite après qu'on est rentré dans la caravane, on a entendu les terroristes débarquer avec des hurlements de Allahu Akbar et des mitraillettes que, bon, je ne savais pas quelles mitraillettes, mais on entendait que c'était des automatiques. Beaucoup de feux qu'on entendait et on entendait des gens hurler, crier, on entendait tout. Il nous reste une petite minute, je voudrais qu'on dise un mot de votre papa, si vous voulez bien. Vous avez été en contact avec lui très tôt, très vite. Il a essayé de vous rassurer, de prendre des nouvelles, alors que votre frère, lui, ne mesure pas tout de suite le danger de la situation. Il est un peu plus loin. Pourquoi vous avez essayé de le protéger le plus longtemps possible? Je n'avais pas le cœur de leur dire ce qui se passe vraiment. Même au dernier moment, quand on était sûr que c'était vraiment notre fin, j'étais incapable d'envoyer mes messages d'adieu à ma famille personnellement. J'ai préféré le confier à un ami et lui dire c'est mes dernières minutes et quand tout sera terminé, dis à mes parents à mes frères que je les aime et que je m'excuse d'avoir menti, mais je ne voulais pas. Je voulais que ce soit vraiment final avant que quelqu'un leur dise ça. J'avais pendant des heures la sensation, mais qu'est-ce qui va arriver à mon petit frère le moment que quelqu'un va lui dire tu n'as plus de sœur? Donc je voulais être sûre que ce soit final avant que je dise adieu. Et vous êtes là avec nous. Merci beaucoup, Laura Blachman-Kadar, d'avoir été avec nous pour ce récit bouleversant. Croire en la vie, c'est publié aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous et continuez votre combat, on est avec vous. Bon après-midi. Merci.